En 1958, Christelle Lemack était le genre de fille dont on se souvenait sans même essayer. Âgée de 17 ans, discrète mais pas effacée, elle était connue pour être toujours à l'heure et pour prévenir si elle avait du retard. Dans sa petite ville du Michigan, c'était une qualité qui comptait. Ici, la fiabilité se mesurait à des choses simples. Un salut de la main en retour, des outils empruntés et rendus, une présence aux mêmes endroits chaque semaine. Christelle s'inscrivait parfaitement dans ce rythme. Elle vivait avec sa famille à quelques kilomètres du centre-ville, fréquentait le lycée local et passait la plupart de ses après-midi à aider à la maison ou à rendre visite à des amis d'enfance. Rien dans sa vie ne suggérait une envie d'ailleurs ou de fuite. Pas d'antécédent de fugue, pas de petit ami secret, aucune tension que l'on aurait pu, plus tard, pointer du doigt en disant ⁇ C'est là que tout a commencé ⁇ L'après-midi de sa disparition commença sans le moindre heurt. C'était la fin du printemps, assez frais pour que les vestes soient encore accrochées au porte-manteau, mais assez doux pour que les fenêtres restent entr'ouvertes. Christelle dit à sa mère qu'elle devait aller en ville chercher quelques articles pour un projet de bricolage de son père. Rien d'urgent, rien d'inhabituel. Elle emprunta la voiture familiale, promit d'être de retour avant le dîner et quitta la maison comme elle le faisait toujours. Sans dispute, sans un lourd silence sur le pas de la porte. Juste un départ normal au cours d'une journée normale. La quincaillerie se trouvait à l'entrée de la rue principale, nichée entre un petit restaurant et un magasin de fournitures agricoles. Elle était là depuis des décennies, si bien que la plupart des habitants l'appelaient encore par le nom de son fondateur plutôt que par celui inscrit sur l'enseigne. À l'intérieur, rien n'avait changé depuis des années. Des allées étroites bordées de panneaux perforés, des étiquettes de prix manuscrites et collées de travers. Une odeur de bois, d'huile et d'une poussière qui ne se déposait jamais vraiment. Les employés savaient où tout se trouvait sans avoir à chercher, et les clients erraient rarement longtemps sans être remarqués. C'était le genre d'endroit où l'on se disait bonjour, même sans se connaître. Christelle y entra peu après le milieu de l'après-midi. Plusieurs personnes se souviendraient plus tard l'avoir vue. Non pas parce que quelque chose sortait de l'ordinaire, mais précisément parce que rien ne détonnait. Un client se rappela l'avoir croisée près du rayon de la visserie, une petite liste à la main. Un autre se souvint qu'elle avait posé une brève question sur des fournitures de peinture. Un employé la remarqua au comptoir, comparant des articles, avant de se diriger vers le fond du magasin. Ces témoignages deviendraient cruciaux, car ils établissaient un fait essentiel. Christelle ne s'était pas volatilisée. Elle était bien là. Elle se déplaçait dans un lieu public, vu par des gens qui n'avaient aucune raison de se tromper. Le magasin possédait des caméras de sécurité, mais comme beaucoup de commerces à l'époque, la couverture était incomplète. L'entrée principale était visible, tout comme la caisse, mais la zone de chargement arrière, un espace utilitaire pour les livraisons et le stockage, n'était pas surveillée. Elle n'était pas destinée aux clients, mais n'était pas non plus condamnée. Les employés y allaient et venaient librement. Parfois, des clients les suivaient pour poser une question ou chercher des articles plus volumineux. Ce jour-là, cet espace n'avait rien de dangereux ou de remarquable. Quelque part, après avoir été aperçue pour la dernière fois près des allées du fond, Christelle cessa d'être vue. Personne ne la remarqua partir. Personne ne remarqua qu'elle était restée.
La caméra de la porte d'entrée n'enregistra pas sa sortie, mais cela n'eut rien d'alarmant sur le moment. Il arrivait que les gens sortent du cadre, que la caméra ait un bug ou qu'un groupe de clients masque la vue. Les employés supposèrent qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait et était rentrée chez elle. Chez Christelle, l'heure du dîner passa. Sa mère pensa qu'elle était coincée dans les bouchons ou qu'elle s'était arrêtée chez une amie. En début de soirée, l'inquiétude s'installa. Christelle était en retard et elle n'avait pas appelé. Ce n'était pas son genre. Alors que le téléphone restait silencieux et que la voiture n'apparaissait pas dans l'allée, l'angoisse monta d'un cran. Sa famille commença à appeler ses amis. Personne ne l'avait vue. Personne ne l'attendait. Le sentiment que quelque chose n'allait pas ne survint pas d'un coup. Il s'installa doucement, comme le fait souvent la peur, à travers des questions sans réponse plutôt que des signes dramatiques. À la tombée de la nuit, la quincaillerie était fermée. La famille de Christelle contacta la police locale. La réaction initiale fut calme, procédurale. Les officiers posèrent les questions habituelles. Âge, vêtements, dernier lieu connu, antécédents de fugue, disputes récentes. Les réponses ne menaient nulle part. Christelle était partie faire une course. Elle n'était pas rentrée. C'est tout. Pourtant, l'hypothèse tacite flottait dans l'air. Les adolescents fuguent parfois. Les officiers enregistrèrent la déclaration, notèrent la quincaillerie comme dernier lieu confirmé et dirent qu'ils assureraient le suivi. La ville réagit par étapes. Au début, on s'attendait à une résolution rapide. Quelqu'un apercevrait sa voiture, une amie appellerait avec une explication. Mais les heures se transformèrent en une journée entière et l'ambiance changea. Des avis de recherche furent imprimés. Des volontaires refirent les trajets que Christelle aurait pu emprunter. La quincaillerie fut de nouveau inspectée. Ses allées parcourues encore et encore. Les employés priés de se remémorer des détails qu'ils n'avaient pas jugés importants. Personne ne pouvait affirmer l'avoir vue partir. Ce qui rendait la situation si troublante, ce n'était pas ce que l'on trouvait, c'était ce qui manquait. Pas de voiture abandonnée, pas d'effets personnels retrouvés, pas de mots, pas de dispute entendue. Christelle n'avait pas retiré d'argent ni emporté de vêtements. Elle avait simplement cessé d'exister dans les endroits où elle était censée être. La police retourna à la quincaillerie et visionna les enregistrements disponibles, confirmant ce que les employés avaient supposé. Christelle était entrée. Elle avait circulé dans le magasin. Elle ne semblait pas être ressortie par la porte d'entrée. Cette lacune dans l'enregistrement devint importante, même si, à l'époque, elle ne parut pas décisive. Les caméras tombent en panne. Les angles morts existent. Cela ne signifiait pas encore que quelque chose de terrible était arrivé. Au fil des jours, l'idée que Christelle ait pu fuguer commença à se transformer en théorie de travail. Faute de preuves d'un crime, les ressources étaient limitées. Les pistes étaient minces. Des signalements arrivèrent, à des kilomètres de là, des descriptions qui ne correspondaient pas tout à fait, mais aucun ne résista à l'examen. Chaque impasse drainait un peu plus l'énergie des recherches. Pour la famille de Christelle, l'attente devint insupportable. Il se repassait sa dernière journée, cherchant un sens dans des moments ordinaires. La course, le magasin, la promesse d'être à la maison. La quincaillerie, autrefois un simple lieu où acheter des clous et de la peinture, était devenue autre chose. C'était le dernier endroit où Christelle avait été, sans le moindre doute, vivante et localisée.
Le matin qui suivit la disparition de Christelle Lemac, la ville se réveilla, mal à l'aise mais fonctionnelle. Les magasins ouvrirent. Les bus scolaires firent leur tournée. La vie suivait son cours, comme toujours. Au poste de police, sa disparition fut enregistrée et placée dans la pile des affaires en cours. Les patrouilles longèrent lentement les routes que Christelle aurait empruntées. On vérifia les fossés, on passa 2 fois dans les rues secondaires. Les policiers s'arrêtèrent dans les stations-service et les restaurants voisins, demandant si quelqu'un avait vu une adolescente correspondant à sa description. La plupart des gens secouaient poliment la tête. Plus tard dans la journée, les officiers retournèrent à la quincaillerie. Ils interrogèrent à nouveau les employés, carnets ouverts cette fois. La mémoire sous pression se révéla peu fiable. Un vendeur était certain que Christelle était restée près du comptoir quelques minutes. Un autre insistait sur le fait qu'elle était plus près des allées du fond. Un troisième se souvint d'un homme qu'il ne reconnaissait pas, qui traînait près de la zone de chargement, mais sans pouvoir le décrire assez clairement. Le magasin lui-même n'offrait aucune réponse évidente. Aucun signe de lutte, rien de cassé, rien qui ne soit pas à sa place. Des chiens de recherche furent demandés, mais pas immédiatement. Le temps que les maîtres chiens arrivent, la météo avait déjà commencé à jouer contre eux. Une pluie fine était tombée pendant la nuit, et les allées et venues autour du magasin avaient continué comme d'habitude. Lorsque les chiens furent enfin amenés, ils manifestèrent un bref intérêt près de l'arrière de la quincaillerie, près de la zone de chargement. Pendant quelques secondes, on crut tenir quelque chose de solide. Puis, la piste se rompit. Les chiens tournèrent en rond, confus, et passèrent à autre chose. L'odeur avait disparu, dispersée ou recouverte. Sans corps, sans sang, sans scène de crime définie, l'enquête ralentit presque aussitôt. Ce n'était pas de la négligence, c'était la réalité du travail de la police dans les petites villes de l'époque. Les dossiers étaient triés en fonction de la menace et de la clarté. La disparition de Christelle était troublante, mais elle ne présentait pas le caractère d'urgence d'autres affaires. Au fil des semaines, le ton des conversations avec la police changea subtilement. La possibilité qu'elle soit partie volontairement était désormais évoquée plus ouvertement. Ce n'était pas une accusation, mais sa famille le ressentit comme tel. Pour eux, l'idée ne collait pas. Christelle n'avait pas pris d'affaires. Elle n'avait pas touché à son argent. Elle n'avait dit au revoir d'aucune manière qui ait un sens. La ville commença à s'adapter. Les conversations sur Christelle devinrent plus rares. Le magasin continua de fonctionner, ses allées remplies de clients qui ne pensaient plus à ce qui s'y était passé. La zone de chargement redevint une simple zone de chargement. L'ordinaire avait englouti l'inquiétant. Au sein du département de police, le dossier de Christelle se déplaça, physiquement et métaphoriquement. Il n'était plus sur le bureau des affaires actives. L'affaire était toujours ouverte, mais elle ne dictait plus les actions quotidiennes. Alors que les mois passaient et que le nom de Christelle Lemac s'éloignait des conversations, un détail restait discrètement fixé en arrière-plan de l'affaire. Ce n'était pas une preuve, ni une piste au sens traditionnel. C'était une personne, un homme qui était là cet après-midi-là, dans la quincaillerie, faisant son travail comme toujours. Un employé. Lors de sa première audition, il n'y eut rien de remarquable. Il répondit calmement aux questions. Son emploi du temps était simple. Il se souvenait de la présence de Christelle, mais rien de spécifique. Son casier judiciaire était vierge. Il existait simplement en marge de l'affaire, enregistré une fois, puis classé. Mais avec le temps, les détails prennent une autre résonance. Les semaines se transformant en mois,
Les gens de la ville commencèrent à remarquer que cet homme semblait souvent faire surface lorsque la disparition de Christelle était évoquée. Pas de manière intrusive. Il se souvenait juste de petites choses. Il se rappelait où certains articles étaient placés ce jour-là. Il mentionnait à quel point le magasin avait été bondé. Il corrigeait des détails mineurs lorsque d'autres se trompaient. Au début, cela passait pour de la serviabilité. Après tout, il travaillait là. Sa coopération avec la police était constante. Lorsque les enquêteurs avaient besoin de clarifier des horaires ou de vérifier les procédures du magasin, il se rendait disponible. Il ne prit jamais d'avocat. Il ne disparut pas. Il resta exactement là où il avait toujours été. La vie continua. Le magasin resta ouvert. Il y resta employé. De l'extérieur, cette normalité était rassurante. On s'attend à ce que la culpabilité se manifeste par une rupture, un déménagement, une démission. Comme rien de tout cela ne se produisit, le soupçon peina à trouver une prise. Pourtant, pour ceux qui suivaient l'affaire de près, en particulier la famille de Christelle, sa présence continue créait un malaise subtil. Non pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait, mais parce qu'il était toujours adjacent au moment où tout avait basculé. Le dernier endroit où Christelle fut vue, la zone arrière du magasin, les espaces sans témoin ni caméra. Son rôle le plaçait là où les autres n'allaient pas. Mais le malaise n'est pas une preuve, et sans preuve, la police n'avait nulle part où aller. L'enquête ne s'orienta jamais officiellement vers lui. Son nom n'a pas été encerclé en rouge. Il n'a pas été qualifié de suspect. Il était simplement une personne d'intérêt au sens le plus large du terme, notée puis mise de côté. Les années passèrent. L'homme continuait de parler de l'affaire quand le sujet revenait, exprimant sa sympathie pour la famille de Christelle. Tout ce qu'il disait correspondait aux attentes. Pour la famille de Christelle, cependant, le sentiment que quelque chose avait été négligé ne disparut jamais. Il remarquait la fréquence à laquelle l'homme apparaissait dans les discussions, la précision de ses souvenirs par rapport aux autres, mais il comprenait aussi les limites de leur position. Alors que les mois se transformaient en années, l'affaire s'installa dans un calme précaire. Christelle Lemac était devenue un numéro de dossier, un visage sur un avis de recherche délavé. Et quelque part dans la paperasse, dans les notes éparses et les entretiens à moitié oubliés, la vérité attendait en silence, commençant déjà à devenir insaisissable. Les accusations sans preuve pouvaient se retourner contre eux. Ils étaient prudents. Ils posaient des questions plutôt que d'affirmer. Les réponses qu'ils recevaient étaient toujours polies, toujours mesurées, rien de tangible. Les années passèrent, les saisons s'empilèrent les unes sur les autres. La quincaillerie connut des rénovations mineures, une nouvelle enseigne, des étagères modernisées. La zone de chargement arrière, elle, resta fonctionnellement la même, et l'homme conserva son emploi à travers tout cela. Il devint un visage familier pour une nouvelle génération de clients qui ne connaissaient ni le nom de Crystal ni son histoire. Plus tard, en y repensant, les gens auraient du mal à exprimer ce qui leur semblait étrange. Ce n'était pas un instant précis, mais une présence récurrente, le sentiment que la proximité d'une personne avec l'affaire ne diminuait jamais, alors même que tout le monde tournait la page. Mais, à l'époque, ce sentiment n'était que cela, un sentiment. Les vraies enquêtes n'échouent pas parce que les coupables sont toujours brillants. Elles échouent
parce que le comportement humain existe souvent dans des zones grises, parce que la coopération peut ressembler à l'innocence et que la familiarité peut émousser la vigilance. Dans ce cas précis, l'homme n'en fit jamais assez pour provoquer une confrontation. Il ne franchit jamais la ligne qui aurait exigé l'attention et l'affaire resta classée. Non pas parce qu'elle fut complètement oubliée, mais parce qu'elle ne s'échauffa jamais assez pour consumer l'incertitude. Crystal Hamac restait porté disparu. La ville vivait avec cette absence, et l'homme qui était là depuis le début continuait d'exister tranquillement au centre des questions sans réponse, sans être défié, sans preuve contre lui et, pour le moment, intouchable. Il faudrait des décennies avant que quiconque ne réalise que la constante la plus importante de l'affaire n'était pas le magasin, ni les images de caméras manquantes, ni les souvenirs contradictoires. C'était la personne qui n'avait jamais quitté le cadre, le seul détail qui avait toujours été là, attendant que quelqu'un le regarde différemment. Lorsque l'affaire fut rouverte, 25 ans s'étaient écoulés en silence. La disparition de Crystal Hamac s'était fondue dans l'histoire du département, évoquée occasionnellement mais rarement examinée. Les officiers qui avaient travaillé sur l'affaire à l'origine étaient partis, remplacés par une génération formée selon d'autres principes. Résoudre une affaire classée ne consistait plus à attendre un miracle. Il s'agissait de relire ce qui avait déjà été écrit et de se demander pourquoi cela avait été écarté. Les boîtes descendirent des archives, une par une, le carton ramolli par l'âge, les étiquettes écrites à une encre qui s'était inégalement estompée. À l'intérieur, des dossiers qui n'avaient pas été ouverts depuis des décennies, leur contenu figé au moment où l'enquête avait perdu son élan. Rapports, cartes, notes manuscrites, prospectus, tout était manipulé avec soin, non par fragilité, mais parce que cela représentait un instant où les réponses auraient pu être proches. La nouvelle unité travaillait lentement, méthodiquement. Rien n'était considéré comme anodin. Chaque document était enregistré et numérisé. Chaque note était relue sans les préjugés qui avaient façonné l'enquête initiale. Il ne s'agissait pas de blâmer le passé, mais de le voir clairement pour la première fois. L'affaire de Crystal se distingua presque immédiatement par ce qui lui manquait. Aucun rapport de police scientifique, aucune preuve matérielle directement liée à sa disparition. Aucun objet retrouvé, juste des chronologies bâties sur la mémoire et l'absence de contradiction. Pendant des années, cette absence avait été interprétée comme une neutralité. Maintenant, elle ressemblait à un vide qui suppliait d'être comblé. Parmi les documents se trouvait une liasse de reçus de la quincaillerie, conservés presque par accident. Ils avaient été collectés au début, non comme des preuves, mais dans le cadre d'une documentation de routine. Personne en 1990 n'avait pensé à les examiner de près. Les reçus étaient considérés comme de la paperasse administrative, pas comme des artefacts narratifs. Ils avaient été agrafés, marqués de la date et oubliés. Lorsque la brigade des affaires classées les atteignit, il n'y avait aucune attente particulière. Ils furent examinés dans le cadre d'un balayage complet, rien de plus. Mais quelque chose en eux ralentit le processus. L'écriture variait, mais pas comme elle aurait dû. Certaines inscriptions penchaient légèrement vers la droite, d'autres étaient plus droites. Mais la pression, l'espacement, la manière dont certains chiffres étaient formés, ces détails se répétaient. Un expert en graphologie fut appelé non par suspicion, mais parce que le protocole moderne encourageait l'analyse externe dès l'apparition de motifs.
L'expert travailla indépendamment, comparant les reçus sans contexte. Pas de nom, pas d'historique, juste de l'encre sur du papier. Sa conclusion, comme toujours en pareille matière, fut mesurée et prudente. Plusieurs reçus de cet après-midi semblaient avoir été rédigés par le même individu, bien qu'ils fussent signés avec des initiales différentes. L'expert ne pouvait dire pourquoi les signatures différaient, seulement que l'écriture sous-jacente correspondait de manière statistiquement significative. Cela seul aurait été troublant. Mais ensuite, les horodatages furent examinés. Un reçu se détacha du lot. Il était daté d'après la dernière fois où Crystalamac avait été vu avec certitude à l'intérieur du magasin. C'était important car ses mouvements ce jour-là avaient été reconstitués dans une fenêtre de temps très étroite. Elle avait été vue près des allées du fond peu avant de disparaître. Après ça, plus rien. Aucune sortie, aucune interaction, aucune trace. Le reçu mentionnait un article que la famille de Crystal avait signalé qu'elle cherchait. Pas un achat générique, ni quelque chose de commun. Un produit spécifique qui la liait directement à la course pour laquelle elle était sortie de chez elle. L'implication fut immédiate et inéluctable. Quelqu'un avait enregistré une transaction liée à Crystal après qu'elle aurait dû être partie. L'écriture sur ce reçu correspondait aux autres. Elle correspondait également à des échantillons connus de l'employé du magasin qui s'occupait des stocks et des reçus ce jour-là, ce même homme dont le nom vivait discrètement dans les marges de l'affaire depuis des décennies. Pour la première fois, quelque chose de solide existait. Pas un sentiment, pas un faisceau d'indices comportementaux. Un artefact physique qui contredisait le récit établi. Les enquêteurs disposèrent les pièces avec soin. L'homme avait initialement déclaré ne pas avoir interagi directement avec Crystal au-delà de l'avoir aperçu dans le magasin. Il s'était placé ailleurs durant cette fenêtre de temps. Le reçu suggérait le contraire. Il le plaçait au moment de la transaction. Il plaçait la course de Crystal en mouvement après sa supposée disparition. Le reçu n'était plus un simple enregistrement commercial. C'était un enregistrement de présence. Émotionnellement, le changement fut immédiat. L'affaire cessa de porter sur ce qui ne pouvait être prouvé pour se concentrer sur ce qui avait été manqué. La frustration silencieuse qui avait accompagné la famille de Crystal pendant des années s'aiguisa pour devenir autre chose, le sentiment que la vérité avait été à portée de main, scellée dans des documents que personne n'avait pensé à interroger. Les enquêteurs réexaminèrent chaque reçu de cette journée, cette fois avec un objectif précis. Des motifs émergèrent lentement. L'écriture de l'homme apparaissait plus souvent que son emploi du temps ne le suggérait. Les initiales utilisées ne correspondaient pas toujours à la personne officiellement consignée à la caisse. Rien de tout cela ne prouvait une intention. Rien de tout cela ne prouvait une culpabilité. Mais cela prouvait une incohérence, et l'incohérence suffisait à rouvrir des portes closes depuis une génération. Lorsque l'homme fut de nouveau contacté, il était plus âgé, installé dans une vie qui s'était poursuivie sans interruption. Il avait continué sa vie parce qu'on le lui avait permis. Le simple appel téléphonique marqua une rupture dans cette continuité. Il accepta de parler aux enquêteurs comme il l'avait toujours fait. Son ton n'avait pas changé, sa coopération n'avait pas changé, mais les questions, si. On ne lui demanda plus de se souvenir de manière générale. On lui demanda d'expliquer des détails spécifiques.
Les reçus, l'écriture, le timing. Ses réponses étaient plus lentes maintenant, moins assurées. La mémoire, autrefois sa force, commençait à se fissurer. Il peinait à expliquer pourquoi son écriture apparaissait sur des reçus dont il ne revendiquait pas la responsabilité. Il suggéra des tâches partagées, des services chargés, de simples erreurs, des explications toutes plausibles, toutes incomplètes. Le reçu le plus important fut placé devant lui. L'horodatage, l'article, l'encre. Les enquêteurs n'accusèrent pas. Ils laissèrent le papier parler, et dans ce silence, quelque chose bascula. Pour la famille de Crystal, apprendre l'existence des reçus fut à la fois dévastateur et éclairant. La quincaillerie avait toujours été le dernier endroit où on l'avait vue. C'était maintenant aussi le lieu où sa présence s'étendait au-delà de ce que quiconque avait cru. Elle n'avait pas simplement disparu dans un angle mort, elle avait existé plus longtemps que le récit ne le suggérait. L'impact émotionnel fut profond. Cela signifiait qu'elle avait été en vie, qu'elle avait interagi avec quelqu'un, que l'histoire racontée depuis 25 ans était incomplète. La brigade des affaires classées comprit le poids de ce moment. C'était le point de bascule, l'endroit où l'incertitude cède la place à la possibilité, où une disparition devient un crime potentiel avec une structure et une séquence, où la paperasse cesse d'être passive pour devenir accusatrice. Ils avancèrent prudemment à partir de là, conscients que des décennies de temps compliqueraient tout ce qui suivrait. Les souvenirs s'estompent, les paysages changent, les gens vieillissent, mais l'encre reste obstinément honnête d'une manière que la mémoire humaine ne l'est jamais. Alors que l'enquête progressait, une vérité devint inévitable. L'affaire Crystal Hamac n'avait pas été classée parce que les réponses n'existaient pas. Elle avait été classée parce que personne n'avait pensé à demander au papier ce dont il se souvenait. Et maintenant qu'il avait commencé à parler, il était impossible de l'ignorer. Une fois les reçus reconnus comme des preuves plutôt que comme un bruit de fond, toute l'affaire changea de forme. Ce qui n'était qu'un ensemble disparate de souvenirs fut contraint à l'ordre. Les enquêteurs cessèrent de se demander ce qui aurait pu se passer et commencèrent à se demander quand. Ils reconstituèrent la journée de la disparition de Crystal Hamac minute par minute, superposant les reçus, les horaires des employés, les registres de livraison et les quelques notes survivantes de 1990. Le temps, qui avait autrefois brouillé l'affaire, devint l'outil qui l'aiguisa. Les routines de la quincaillerie étaient prévisibles. Les changements de service étaient consignés. Les pauses étaient notées. Les livraisons suivaient un schéma. Lorsque ces systèmes furent superposés aux reçus, des incohérences firent rapidement surface. L'homme qui avait toujours été présent en arrière-plan apparaissait sur le papier. Pendant des fenêtres de temps où il avait précédemment affirmé ne pas travailler, son écriture apparaissait sur des transactions enregistrées sous des initiales qui ne correspondaient pas à son nom. À première vue, cela aurait pu être justifié par des erreurs de bureau, mais pris ensemble, ces éléments formaient un motif qui résistait à l'oubli. Un reçu en particulier refusait de s'intégrer ailleurs que là où il n'avait pas sa place. Il suggérait une interaction qui n'avait jamais eu lieu publiquement. Un article lié à la course de Crystal, un horodatage plaçant la transaction après sa dernière observation confirmée et une écriture qui renvoyait directement à l'homme. Aucun témoin ne se souvenait de l'achat, aucun client ne se rappelait avoir été à proximité. L'interaction n'existait que sur le papier,
ce qui la rendait à la fois fragile et puissante. Les enquêteurs commencèrent à comprendre que la chronologie acceptée par tous depuis des décennies était construite sur des suppositions, pas sur des preuves. Crystal n'avait pas disparu au moment où les gens le pensaient. Elle s'était déplacée dans le temps plus longtemps que l'histoire ne le permettait. Cette prise de conscience recadra tout ce qui suivit. D'anciens employés furent recontactés, certains à contre-cœur, d'autres avec un sentiment d'inachevé qu'ils n'avaient pas su nommer. La mémoire, sollicitée correctement, répondait différemment. Les gens se souvenaient qu'on leur avait posé des questions vagues des années auparavant, et maintenant des questions précises. Ils se souvenaient qui travaillait à quelle caisse, qui couvrait les pauses, qui s'occupait des reçus quand le magasin était bondé. Des détails qui semblaient autrefois trop insignifiants prirent soudain du poids. Des clients de cet après-midi-là furent également retrouvés. La plupart ne se souvenaient de rien. Quelques-uns se rappelaient des fragments. Quelqu'un se souvint avoir attendu plus longtemps que prévu au comptoir. Un autre se rappela un employé s'éloignant et revenant sans explication. Aucun de ces souvenirs ne prouvait quoi que ce soit en soi, mais il comblait des lacunes autrefois béantes. L'homme fut de nouveau convoqué. Il était plus âgé maintenant, sa confiance émoussée par le temps plutôt qu'aiguisée par lui. Il avait vécu avec cette histoire pendant 25 ans, à l'aise dans son incomplétude. La salle d'interrogatoire était silencieuse, les questions délibérées. Les enquêteurs ne l'accusèrent pas ouvertement. Ils présentèrent la chronologie telle qu'elle existait désormais et lui demandèrent de les aider à lui donner un sens. Il lutta. Pas de manière spectaculaire, mais visiblement. Ses réponses tournaient en rond. Il invoqua des responsabilités partagées, des tâches qui se chevauchaient, des services chargés. Il suggéra que d'autres auraient pu utiliser son style d'écriture sans le vouloir. Mais l'analyse graphologique ne fonctionne pas ainsi. Les schémas de pression, l'espacement, l'ordre des traits. Ces choses sont individuelles. Confronté à cette réalité, ses explications s'amincirent. Le reçu enregistré sous un autre nom devint le centre de la conversation. Les enquêteurs lui demandèrent d'expliquer comment son écriture y apparaissait. Il ne put le faire. Il suggéra une défaillance de mémoire. Il suggéra des erreurs. Il suggéra une coïncidence. Chaque réponse créait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Ce qui rendait le moment claustrophobe n'était pas les éclats de voix ou les confrontations dramatiques. C'était le silence entre les questions, la façon dont les documents reposaient sur la table, indiscutable, la façon dont le temps lui-même semblait se comprimer, supprimant la distance protectrice sur laquelle il s'était appuyé. Il n'était plus accusé de quelque chose d'abstrait. On lui demandait de rendre compte d'actions spécifiques à des moments spécifiques. Les experts en graphologie fournirent des évaluations claires. L'écriture de l'homme apparaissait de manière constante sur plusieurs reçus de cette journée, pas seulement un. Assez pour établir un motif, assez pour contredire son récit initial, assez pour suggérer une action délibérée plutôt qu'un accident. Alors que l'enquête se resserrait, la ville commença à sentir le changement. La rumeur circula discrètement, puis moins discrètement. Les gens qui avaient vécu à côté de la quincaillerie pendant des années commencèrent à reconsidérer ce qu'ils pensaient savoir. L'idée que la réponse se trouvait dans un tiroir de classement depuis des décennies les troublait. Il ne s'agissait plus seulement de cristal, il s'agissait de confiance, de la facilité avec laquelle la certitude pouvait être construite sur la commodité. Pour la famille de Crystal, le bilan émotionnel était complexe. La justification était mêlée de chagrin.
Ils avaient eu raison de remettre en question le récit, mais cette prise de conscience arrivait trop tard pour changer ce qui avait été perdu. Pourtant, savoir que la chronologie s'effondrait leur offrait quelque chose qu'ils n'avaient pas eu auparavant, une direction. L'affaire avançait non pas parce que quelqu'un avait avoué, mais parce que le passé était enfin lu correctement. Les enquêteurs aussi sentaient la pression. Les affaires classées ne se réchauffent pas souvent de manière aussi décisive, et quand elles le font, chaque décision compte. Ils réexaminèrent l'agencement de la quincaillerie tel qu'il était en 1990. Ils reconstituèrent les trajets, les lignes de vue et les routines. Ils se concentrèrent sur la zone de chargement, autrefois considérée comme accessoire, maintenant comprise comme essentielle. Alors que la chronologie s'effondrait enfin, une vérité émergea avec une clarté qui n'avait jamais existé auparavant. Crystal A. Mack n'avait pas disparu sans explication. Elle avait été déplacée à travers une séquence d'actions qui pouvait maintenant être tracée, sinon encore entièrement vue. La réponse n'était pas perdue. Elle avait attendu que le temps supprime les excuses qui la protégeaient autrefois. Et avec la chronologie en place, les enquêteurs étaient enfin en position de poser la question restée sans réponse pendant 25 ans. Non pas si l'homme en savait plus qu'il ne l'avait dit, mais combien il était prêt à révéler maintenant que le papier ne lui laissait plus nulle part où se cacher. Lorsque les reçus eurent dépouillé chaque couche d'incertitude, l'homme ne ressemblait plus à quelqu'un au bord d'un malentendu. Il ressemblait à quelqu'un à court d'endroits où se tenir. La paperasse avait accompli ce que des années d'interrogatoire n'avaient jamais pu faire. Elle avait réduit l'histoire à une séquence qui exigeait une explication plutôt qu'une interprétation. Lorsque les enquêteurs le confrontèrent à la reconstitution complète, les reçus, l'analyse graphologique, les horaires des employés, les orodatages qui contredisaient ses propres paroles, il ne nia pas leur authenticité. Il ne contesta pas la science. Il n'invoqua ni complot ni erreur. Ce qu'il demanda à la place, c'était du temps. Du temps pour expliquer comment les choses s'étaient déréglées. Du temps pour expliquer des décisions qui, selon lui, n'étaient pas destinées à durer aussi longtemps. Ce qui suivit ne fut pas un effondrement spectaculaire. Il n'y eut ni éclat de voix, ni aveu soudain alimenté par la panique. Ces aveux vinrent comme le crime lui-même s'était déroulé, tranquillement, délibérément, et avec un sens dérangeant de la normalité. Il admit qu'après l'entrée de Crystal dans le magasin, il l'avait remarquée près des allées du fond, cherchant un article qu'elle ne trouvait pas. Il lui avait dit qu'il pouvait l'aider. Ce n'était pas inhabituel. C'était son travail. Il l'avait conduite vers la zone de chargement, un espace où les clients entraient parfois sans y penser. Il dit lui avoir expliqué que l'article pouvait être entreposé à l'arrière. Cette partie du magasin n'était pas visible depuis les caisses avant. Il n'y avait pas de caméra, aucune raison pour que quelqu'un d'autre suive. Il admit avoir modifié les reçus plus tard pour créer une confusion sur le timing, pour faire croire que la course de Crystal s'était poursuivie au-delà du moment où elle s'était réellement terminée. Il pensait que si la chronologie ne pouvait être établie avec certitude, les questions finiraient par cesser. L'acte lui-même, tel qu'il le décrivit, fut bref, maîtrisé, d'une banalité qui le rendait insupportable à entendre. Il n'y eut pas de lutte prolongée, pas d'escalade dramatique, juste une décision prise dans un endroit où personne ne regardait, le genre de crime qui ne s'annonce pas comme une violence avant qu'il ne soit déjà terminé. Pour les enquêteurs,
Les aveux changèrent tout et rien à la fois. Ils confirmèrent ce que les reçus avaient déjà laissé entendre. Ils comblèrent le mouvement manquant entre les allées et le silence, mais ils soulignèrent aussi une vérité à laquelle ils avaient été confrontés tout au long de l'affaire. Cela n'avait pas été caché par la brillance. Cela avait été caché par la routine. Il leur dit où la trouver. L'endroit n'était pas loin. Il n'était pas isolé comme on s'attend à ce que de tels lieux le soient. Il avait simplement été négligé, écarté des années plus tôt lorsque les recherches étaient plus larges et moins ciblées. Le terrain avait juste assez changé avec le temps pour dissimuler ce qui se trouvait en dessous. Sans ces indications, il serait resté anonyme. Quand les restes furent découverts, il n'y eut aucun sentiment de clôture qui parut complet. L'identification prit du temps. La confirmation ramena le deuil au présent pour la famille de Crystal, rouvrant des blessures qui n'avaient jamais complètement guéri, mais qui avaient appris à cicatriser. 25 ans d'attente s'effondrèrent en un seul moment de certitude. Crystal A. Mack n'était plus portée disparue. L'affaire fut officiellement classée peu de temps après. Les rapports furent finalisés. Les conclusions furent documentées. La chronologie autrefois fragmentée était maintenant linéaire, fixe et terriblement claire. La quincaillerie, un lieu bâti sur la familiarité et la confiance, fut inscrite dans les registres comme le site où tout avait mal tourné. Pour la ville, la prise de conscience vint lentement. Les gens revisitèrent leurs propres souvenirs de cet endroit, la fréquence à laquelle ils avaient parcouru ces allées sans y penser, à quel point cela leur avait semblé ordinaire. L'idée que quelque chose d'aussi définitif ait pu se produire dans un espace si public et familier les troublait profondément. Cela remettait en question la croyance que le danger s'annonce clairement, qu'il ressemble toujours à ce que les gens s'attendent à voir. Les reçus furent versés au dossier une dernière fois, non plus négligés, non plus rejetés comme des débris administratifs. Ils furent préservés non pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce qu'ils ne l'étaient pas. Ils représentaient la vulnérabilité silencieuse de la vérité lorsqu'elle est enfouie dans la routine, des lignes manuscrites, des initiales, des chiffres, des choses destinées à être temporaires, destinées à être oubliées. Pour la famille de Crystal, la responsabilité vint sans soulagement. Savoir ce qui s'était passé ne rendait pas ce qui avait été pris. Cela n'effaçait pas les années d'incertitude, ni les moments passés à se demander si elle était encore en vie quelque part, attendant d'être retrouvée. Cela remplaçait simplement la question par une réponse qu'il pouvait enfin pleurer. L'homme qui avait modifié les reçus avait passé des années à croire que le temps lui-même le protégerait, que la mémoire s'estomperait plus vite que l'encre, que la paperasse ne parlerait jamais. Il avait tort. Le temps ne l'a pas absous. Il a préservé les détails mêmes qu'il pensait trop infimes pour compter. En fin de compte, la vérité n'a pas émergé par les seuls aveux. Elle a émergé par l'attention, par la volonté de regarder à nouveau ce qui avait toujours été là. L'histoire de Crystal A. Mack n'a pas changé parce que de nouvelles preuves sont apparues de nulle part. Elle a changé parce que quelqu'un a enfin demandé au papier de raconter son histoire. La quincaillerie est toujours debout. Ses allées ont été réaménagées, son enseigne modernisée. Les clients continuent d'entrer et de sortir. Pour la plupart, ce n'est qu'un autre endroit où acheter ce dont ils ont besoin et repartir sans y penser. Mais pour ceux qui connaissent toute l'histoire, ce n'est plus un terrain neutre. C'est un rappel de la facilité avec laquelle la certitude peut être fabriquée et du coût que cela représente
lorsque les suppositions ne sont pas remises en question. Crystal a été retrouvée. La justice, bien que tardive, a été documentée. Mais la leçon laissée derrière est plus silencieuse et plus difficile à accepter. La vérité ne se cache pas toujours. Parfois, elle attend simplement qu'on la lise. Parfois, manuscrit et délaissé, cela attend que le temps vienne à manquer pour ceux qui le croyaient sans importance.